Les décodeurs jusqu'à 9h30. Bonjour messieurs, je suis content de vous accueillir, c'est la dernière émission de l'année. Là. Ouais. Dernière émission. Et on est très content de la faire. Et vous êtes là, êtes là pour la der des der. Ouais. Ça reprendra, les décodeurs en live reprendront lundi prochain. Mostafa Elgé, bonjour, prof à l'université Hassan II de Casablanca, entre autres. Et Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences, consultant, entre autres. Ça va Hicham ? Très bien, et toi ? Ça va Mostafa ? Ouais, impeccable. Voilà. Alors Mostafa, si vous ne parlez pas dans votre micro, je pardon. crois que ça s'appelle pas la radio. Ça s'appelle autre chose. Exact. Ça va ? Pas trop d'indigestion de raclette et de fondue ? Ça va ? Vous avez tenu ? Ouais, impeccable. C'est parfait. Hicham, pareil ? Pareil, oui. Bon, vous savez, le premier sujet des décodeurs, c'est la CAN 2025. Vous avez un peu regardé la CAN 2025 ? Est-ce que vous étiez là avant-hier devant vos écrans ? On était là avec le cœur, avec l'émotion, avec l'équipe nationale, voilà, on était là. Est-ce que vous avez fait partie de ceux qui ont critiqué le jeu des Marocains avant ce match ? Donc, est-ce que vous avez fait partie des 37 millions d'entraîneurs potentiels ? Ouais. Voilà. Mais sérieux. Non, mais sérieux, moi, j'ai pas critiqué et je me suis pas caché pour le dire. Hein. Je l'ai publié sur mon compte Facebook, sur Instagram, pour dire on a la mémoire courte, hein, parce qu'on oublie très rapidement ce qu'on a pu réaliser avec El Gragui et l'équipe. Au moindre dérapage, tout le monde effectivement se précipite pour aller dire que ça marche pas. Ouais, on devient expert en tout. Moi, je trouve que on a une bonne équipe. Peut-être il fallait faire quelques réglages, mettre les joueurs là où ils doivent être, parce que on l'a compris effectivement après le dernier match, on a compris qu'il y a des joueurs qui jouaient pas à leur bonne place, et c'est ce qui fait que la machine ne tournait pas correctement. Moi j'ai pas critiqué, pour vous dire, je suis resté zen, je suis resté optimiste, parce qu'on a confiance. Si ce capital confiance disparaît, pas besoin de continuer à soutenir l'équipe nationale. Mostafa. Moi, honnêtement, comme a dit Hicham, la seule remarque. Moi, je ne suis pas allé sur vos réseaux sociaux. Hein. Non. Je ne peux pas balancer. C'est que l'équipe avec laquelle on a joué au Mali n'avait rien à voir avec l'équipe du match Zambie. Donc, il fallait faire du fine-tuning. Je pense que ça a été fait. Et là, on a une équipe... Sans critiquer forcément, d'ailleurs, les joueurs qui sont sortis. Le problème avec l'équipe du Mali... Le problème avec l'équipe du Mali, c'est qu'on l'a sous-estimé. On a oublié que le Mali est resté à la demi-finale 6 fois. 6 fois, ça veut dire que... Non, c'est pas la petite équipe, c'est le Mali. Et donc, on était parti favori dès le départ pour dire qu'on va gagner le match avec l'art et la manière. Et puis, sous-estimer l'adversaire, c'est ce qui arrive. Exact. Il faut rappeler que ces joueurs maliens, ils jouent dans des championnats qui sont, très compliqués. Non, mais et puis, vous avez le gabarit qu'ils font, les joueurs maliens. Ils sont très physiques, exact. Non, mais c'était des warriors, en fait. Des warriors sur cette... Alors, qu'est-ce que ça dit du leadership de Walid Regragui, finalement ? Parce qu'il a su résister quand même à beaucoup de pression. Mais il a craqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on pleure. Après le match, on pleure carrément. Zambie ou Mali ? Non, la Zambie, le dernier match. Mais moi je l'avais dit, si tu te rappelles, j'avais dit j'aimerais pas être à sa place, parce que vraiment avoir la pression du public, avoir la pression des journalistes, avoir la pression aussi du fait qu'on a gagné le U20, etc., Skitiwi qui était dans le stade, donc ça mettait la pression à fond, et dans ces conditions-là, il faut vraiment être un leader pour pouvoir surpasser, effectivement, gérer la situation, et c'est ce qu'il a fait. Et vous avez vu les joueurs, ils étaient très enthousiastes, en tout cas dès leur entrée. Je ne sais pas si la tenue blanche leur va, mais en tout cas moi je les ai trouvés très enthousiasmés. Je n'aime pas cette tenue blanche. Moi je l'aime parce que je sais pas, on a une affection pour le blanc. C'est le rouge, quoi. Le rouge, le drapeau marocain. Non, mais le drapeau, personne ne conteste, mais la couleur blanche, j'ai l'impression que ça donne une dynamique particulière, en tout cas. Oui. Là, moi je pense qu'il y a l'équipe. C'est comme les Belges, je préfère les voir en rouge. Écoute, les Diables Rouges, c'est pas pour rien qu'on les a. Les Belges, Moi je pense que maintenant on a l'équipe type qui, Inch'Allah, va aller très très loin et avoir cette Coupe d'Afrique. Ouais.
Avec de la confiance, avec de la sérénité. On va rentrer dans le dur avec des équipes. C'est le knock-out, comme on dit. Sénégal. Alors, c'est vraiment le premier sujet d'ouverture des décodeurs, mais c'est vrai que on a la chance d'avoir des décodeurs qui s'intéressent un peu au foot, et je veux aussi parler de l'organisation de cette CAN 2025. Ça se passe bien. Un sans faute. Oui. C'est un sans faute jusque-là. Évidemment, au début, on a parlé des stades qui étaient un peu vides. Mais ce qui est normal. D'informations, à mon avis, qu'on n'a pas. D'informations qu'on n'a pas entre la CAF et le Maroc sur le remplissage des stades. Et je ne sais pas si l'info sortira d'ailleurs, mais ça va très bien. Tu veux dire pour les autres matchs, je pense. Oui. Parce que le Maroc, c'est impossible de trouver une place. Oui. Maintenant, c'est fini. Oh non, tout est full. Mais... Ouais, et puis, il faut dire aussi que la météo n'a pas arrangé les choses. Qui de nous va sortir à 8h du soir, partir dans un stade avec sa famille, il fait frais, il fait froid, et ça caille, comme on dit, etc. Donc, faut rester réaliste. Et malgré cela... le match de Zambie, ils sont rentrés à 11h minuit. Hein. Et puis les routes à 17h, moi j'étais sur Rabat, c'était fou. Tout était bouché. Hein. Et puis une CAN au mois de décembre, moi je trouve c'est pas évident. La période là, effectivement, quand il commence à faire beau, les gens. Malgré tout ça, ça se passe très très bien. Les supporters, moi je pense qu'il y a vraiment. Là, on peut parler de soft power pour le Maroc, parce qu'évidemment, on regarde les réseaux sociaux. On voit notamment, je voulais dire ça, parce que hier ça m'a ému de regarder ça, les supporters algériens qui étaient extrêmement contents d'être là, qui disaient, bon, je vais reprendre ça, même si c'est peut-être un peu de la manipulation de ma part ou de l'influence, mais qui disaient, c'est la vraie vie. Ici... Alors, nous, Marocains, nous prenons ça avec beaucoup de réalisme, parce qu'il y a à boire et à manger dans ces commentaires. Il y a du vrai et du fake, de part et d'autre. Ça venait d'un média français. Voilà. Encore une fois... j'ai vu les médias français sont intéressés. Donc, nous, on fait le job, comme on dit. On fait les choses comme ça doit se faire. On est réglo, on tient un discours vrai. Parce que ils étaient très bien accueillis. Et moi, je pense qu'ils ont découvert un Maroc. Oui, contraire à ce qu'on leur a décrit. Effectivement, c'est ça. En dehors des supporters algériens qui ont fait alors ceux qui sont venus d'Algérie, ils ont fait un périple. En Tunisie, puis venir de la fête. Il faut le dire aux journalistes français, aux journalistes allemands, aux journalistes anglais qui sont là. Ils étaient très ravis d'être au Maroc. Les supporters algériens, ils ont fait un périple pour venir. Alors qu'ils sont à côté. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, parce que qui est là massivement, c'est la diaspora. C'est la diaspora africaine. C'est des gens qui vivent en Europe et qui sont venus soutenir leur équipe nationale au Maroc et qui découvrent Marrakech. Il fallait voir le porton Gémed et Tarifa, comment ça s'est passé. Il y a le bouchon là-bas. Tout le monde, effectivement, veut venir au Maroc. Messieurs, vous avez été parfaits, y compris dans l'exercice sportif. On se retrouve juste après le journal de Nadal. Pour parler d'économie, les gars. Là, ça marche. Là, c'est plus du football, c'est de l'économie. À tout de suite. Allez, j'ai envie de souhaiter une bonne journée, une bonne fin d'année, à ceux et celles qui nous écoutent à Marrakech sur 90.5 et à Tanger, sur 103.3. Et à Agadir aussi. Agadir. Et à Oujda aussi. Et à Casablanca pour démarrer. Oui, sur 92.5. Vous croyez que j'ai toutes les fréquences comme ça dans la tête Tu te mets au jeu, autant y aller. Oui, c'est vrai. Bon, la prochaine fois, je prendrai ma liste. Est-ce qu'on peut m'imprimer la liste des fréquences, s'il vous plaît ? Il y en a pas mal. Moustapha El Jay, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences, consultant, avec nous aujourd'hui dans les décodeurs jusqu'à 9h30. Tout à l'heure, on parlera de tourisme. On aura aussi quelques débats express. J'espère qu'on aura le temps. Et puis là, maintenant, on va commencer par l'économie. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça dans
les décodeurs, c'est de prendre un sujet et d'avoir une saison 1 et une saison 2. La saison 1, c'était hier, avec Abdelrani Youmni et Salaheddine Nabira. Et aujourd'hui, c'est à votre tour pour parler du bilan économique 2025. Voyant au vert, croissance en hausse, inflation en baisse. Les Marocains en profitent-ils? Est-ce qu'on peut dire que cette année a été une année faste en matière d'économie? Qui commence? Hicham. Je commence? Oui. Oui, je crois qu'on l'a déjà dit, tous les clignotants étaient ouverts cette année. Et comme je l'ai déjà précisé, la décision de Banque Maghreb, effectivement, de reconduire la stratégie en matière monétaire pour ne pas toucher au taux directeur, ça veut dire que la situation elle est au beau fixe en termes d'inflation, en termes de taux de croissance. On tourne autour de 3,5-4%. On a même des prévisions pour 5% pour le 2026. Disons que tous les clignotants ils sont au vert, mais on l'a déjà dit aussi, il y a effectivement des points de vigilance par rapport à certaines dimensions, certains agrégats par exemple en matière de taux de couverture. Et là, on parle de 60%, on parle de 5 mois d'importations qui sont couvertes. Moi, je trouve qu'il va falloir qu'on fasse mieux en termes d'exportation. Le point de douleur là, c'est que nous avons un tissu d'exportation qui n'est pas très performant. On reste toujours fidèle à des secteurs traditionnels. On manque d'innovation, on manque de prise de risque aussi par rapport à cela, malgré tout le système d'assistanat, entre guillemets, effectivement, qui est mis en place, les subventions de part et d'autre. Moi, je trouve qu'on a lancé pas mal de plans, qui vont avoir un coût d'ailleurs. Moustapha El Jay, là-dessus. Moi, donc, je rejoins Hicham. En fait, dans un environnement d'abord mondial incertain, où il n'y a pas de visibilité, et même où nos partenaires économiques sont un peu fébriles. Ils ont des problèmes de croissance. Voilà, des problèmes de croissance et des problèmes aussi géostratégiques avec ce qui se passe maintenant. Le Maroc s'en sort relativement bien sur, à mon sens, les indicateurs macroéconomiques. Donc, un taux de croissance avec, alhamdoulilah, grâce à Dieu, cette bonne pluviométrie. J'espère que ça va continuer. On peut même, je pense, frôler les 5. Pour la première fois, casser le plan de verre et aller dans un autre deuxième cycle qui a une taux de croissance à partir de 5%. Oui, mais vous savez ce qu'on peut dire? On peut dire, ok, d'accord, c'est une dynamique ou c'est une stabilisation? Non, c'est-à-dire que pour la première fois, je pense, au Maroc, après 6 années de cette année de sécheresse consécutive, grâce aux conditions climatiques, il faut le dire, on va, à mon sens, toucher le taux de croissance de 5%, qui lui-même, pour moi, est un minimum si on veut. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous pose la question. On sait très bien qu'il nous faut 6, 7, 7% pour être un pays émergent. Donc, est-ce que c'est une dynamique pour que ça monte encore, surtout que là, on a une bonne pluviométrie, on va dire, ou alors c'est une stabilisation? Non, c'est une dynamique, il faut le dire, il faut qu'elle soit accompagnée par des années pluviométriques aux moyennes, voire bonnes. Donc ça, c'est un premier constat. Les autres indicateurs sont bons. Maintenant, il y a aussi des faiblesses structurelles. Problématique du chômage des jeunes, c'est un grand problème. Oui. Disparité sociale et spatiale. Ça a été même souligné. Les territoires et la classe moyenne. Discours de Sa Majesté. La classe moyenne est tirée vers le bas parce que le taux d'inflation est à 0,8, mais on était déjà à un niveau élevé. Alors, si je vous donne un exemple, l'huile de table qu'on achetait avant le Covid à 7-8 dirhams, maintenant elle est à 12-13 dirhams. Donc il y a un certain niveau. Le prix de la viande rouge, il a fait un saut de 80-90 à 110. Il reste à ce niveau-là. Donc c'est très important. Et heureusement, l'huile d'olive vient de baisser. Oui, parce qu'on a une bonne production. Une bonne production, et puis même, ça promet pour cette année, avec la pluviométrie qu'on a enregistrée. Il faut que ça se répercute, bien sûr. Faut que ça se répercute. Juste un petit mot, si tu permets, Mustafa. Et c'est juste par rapport à cette histoire, est-ce qu'on est sur une tendance lourde? Est-ce que c'est un trend? Oui. Et d'autant plus avec ce qui se passe maintenant avec la CAN, et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc sur ces 5 années à venir, je crois qu'on est vraiment sur un alignement de planètes, et ça va partir
On parle de 5%, moi je suis convaincu qu'on ira même au-delà de 6-7%, vu les chantiers sur lesquels nous sommes, vu les investissements qui sont en cours, vu aussi la demande intérieure qui est en train de se développer. Tout à fait, exactement. Il y avait donc la demande intérieure. Sur les faiblesses, je ne sais pas si on peut les évoquer ou après. Oui, on va revenir sur les forces et les faiblesses. Très bien. Qu'est-ce qui a sauvé l'État cette année? Est-ce que ce sont les réformes ou est-ce que c'est la pluie? Alors, ce qui a sauvé l'État cette année, c'est pas la pluie, parce que la pluie, c'est là que ça se passe. C'était pas là 6 ou 7 années effectivement de suite qu'on a enregistré de la sécheresse. J'espère que là, ça va. Oui, certainement. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est la conjoncture ou est-ce que ce sont les réformes en fait? Alors, Mustapha a dit un mot qui est fondamental, qui est le mot clé. Il a dit structurel. Il a dit il y a des défaillances structurelles, mais il y a aussi des réformes structurelles. Ouais. La réforme, par exemple, de la fiscalité, suite aux assises, par exemple, nationales de la fiscalité. Donc, on est véritablement sur un réaménagement, une restructuration de la politique fiscale de l'État et qui a sauvé l'État, si on veut revenir sur votre mot. Beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Les recettes fiscales ont grimpé comme pas possible, que ce soit l'IS, l'IR, la TVA, etc. On parle de 25% de taux d'augmentation. Donc, ça a une manne, effectivement, qui est venue renflouer les caisses de l'État, qui était inespérée, mais qui est là grâce effectivement à la réforme, grâce aussi à l'effort qui a été mené par la DGI pour verrouiller davantage effectivement contre les évasions fiscales, etc. Donc ça, c'est intéressant à dire. Deuxième aspect, c'est que il y a des plans sectoriels qui ont été mis en place. N'oublions pas effectivement dans des secteurs comme l'automobile, quoique pour le mois de novembre-décembre, on a assisté quand même à un fléchissement effectivement en termes d'exportation du secteur automobile. Donc attention, et c'est ce que disait Mustapha à juste titre, il y a des points de vigilance sur lesquels il faut rester très attentif par rapport justement au taux de croissance. On réalise des taux de croissance, mais est-ce que ces taux de croissance sont générateurs d'emplois durables, d'emplois stables? On parle de sous-emploi. Il y a des gens qui sont employés, mais ils ne sont pas à leur place. Donc ça, c'est important. La problématique, le point névralgique, le talon d'Achille dans tout ce que fait le gouvernement maintenant, c'est la question de l'emploi. On ne crée pas assez d'emplois. Et quand on en crée, ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Et après, la problématique, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est entre ces disparités sociales et spatiales. C'est bien que des régions du Maroc soient des championnes nationales. Je vous parle de la région Kazakhstan, la région Rabat, la région Tanger, Tétouan, Hoceima, etc. Mais il faut qu'on sorte de cet axe-là. Il faut que d'autres régions, effectivement, prennent le relais, arrivent à s'en sortir. Parce que qui dit région qui s'en sort, dit création d'emplois, dit stabilité sociale. Et donc, je fais juste un clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé à Aït-Bougmas, par exemple, ou les sorties de la génération Z, etc. Oui. Ça veut dire que c'est pas si rose que ça. Donc, soyons vigilants, soyons réalistes. Mais est-ce que vous pensez quand même, parce que là vous marquez un peu le trait, quoi. Donc, il y a risque de fracture sociale, enfin, il y a déjà une fracture sociale peut-être, et de fracture territoriale? Ça va oui, il y a un risque de fracture sociale dans la mesure, même s'il est atténué, parce qu'il faut que cette croissance profite à tous les citoyens. Et c'est ça un petit peu, ce sont les orientations même royales. Ouais. Aussi bien en termes de territoire qu'en termes de coût social. Le Maroc de vitesse. Voilà, c'est ça. Moi, à mon sens, si je prends le modèle français qu'on connaît, nous devons avoir... Moi, à mon sens, les régions devraient jouer un rôle plus actif en termes d'attraction de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire, elles doivent aller se vendre pour attirer plus d'investissements privés. C'est l'investissement privé qui va créer de la richesse et de l'emploi. Si on prend le cas français qu'on connaît, Toulouse, on sait que, la France, Toulouse, c'est l'aéronautique, Lille, c'est le textile, le Nice, c'est le tourisme. Chaque région... si vous voulez, une attractivité par un domaine d'activité stratégique. Oui, c'est ce qu'on appelle. Moi, je pense que, honnêtement, je le dis et j'assume, les présidents de région, en dehors de une ou deux, devraient être plus actifs, prendre leur équipe, aller faire des roadshows, aller vendre leur région, et surtout que le Maroc a beaucoup d'atouts. On a une position stratégique très importante. Surtout qu'on voit bien qu'il y a des projets structurants. Bien sûr, on a les
plus grands ports qui permettent l'ouverture du Maroc sur le monde entier. Il y a une région, et je peux le dire, qui, à mon sens, bouge beaucoup, c'est Dakhla. À chaque fois, je vois le président à Londres, aux États-Unis, à New York, et on voit les effets bénéfiques. Maintenant, Dakhla, c'est en plein chantier. Dakhla, j'ai été surpris. On a fait récemment une visite. Région moderne en plus. Oui. Et à mon sens, c'est une région qui promet. Les régions devraient prendre plus d'autonomie, plus de dynamisme. Là, il y a un potentiel. C'est très important. Le potentiel, alors, il est là. Le vrai challenge, pour rester sur la même idée de Mustapha, effectivement, le challenge, il est territorial. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis des années, depuis les années 80. J'ai fait une thèse de doctorat sur l'économie territoriale et je sais de quoi je parle. Donc, en termes de clusterisation, développement de clusters, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle maintenant l'écosystème. Hein, mettre en place les acteurs locaux, y compris les populations locales, qui sont les premiers acteurs. On disait tout à l'heure sur l'industrie. Oui, effectivement, plan industriel. Et peut-être on reviendra sur le cas du tourisme, parce que tout à l'heure, on cherche effectivement qu'est-ce qui a fait le bonheur de l'État ces derniers temps. C'est le secteur du tourisme. Donc, l'idée, effectivement, de créer des clusters, créer des écosystèmes effectivement territoriaux qui réunissent les acteurs locaux. Et quand je dis les acteurs locaux, les institutionnels, les banques, l'industrie, l'université, les centres de recherche, les populations locales, la société civile, tout ce monde doit travailler en concert justement pour pouvoir parler au nom du territoire. Et ce que disait Mustapha à juste titre, effectivement, qu'on puisse désigner des porte-étendards par rapport à des activités, l'automobile, ça serait Tanger, Kenitra, etc. À la spécificité de la région, un ancrage régional. Et qui ne crée pas de cannibalisation. Et c'est ça tout l'intérêt, effectivement, du branding territorial, c'est de faire en sorte qu'on puisse communiquer, raconter une histoire, faire du storytelling, un narratif par rapport à un territoire, et chercher en bonne intelligence la complémentarité, effectivement, avec son voisin. Et c'est ce qu'on appelle le co-branding. On peut développer des stratégies de co-branding. Par exemple, je donne en matière de tourisme, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, entre, par exemple, Marrakech, Agadir, Essaouira, Agadir, Tétouan, Tanger, Chaouen, Tétouan, etc. Donc chercher effectivement des dispositifs, effectivement, des courroies de transmission qui puissent permettre à des territoires clés de pouvoir travailler avec la périphérie et faire en sorte qu'on puisse justement chercher cet nivellement par le haut pour pousser les territoires à travailler ensemble et faire en sorte qu'on puisse être encore plus dans l'innovation. Et c'est ça le point clé, il me semble. Moi, je pense honnêtement, juste pour conclure sur ce point, ce n'est que l'investissement privé, aussi bien national que IDE, qui peut tirer aussi les régions vers le haut. Parce que l'État, on voit déjà que le plus gros investisseur, c'est l'État. On veut inverser de tiers un tiers, mais on ne peut réussir qu'en encourageant, qu'en facilitant, qu'en ayant un très bon doing business et à bien, comme a dit Hicham, faire du branding, faire du marketing stratégique pour ces régions, pour attirer l'investisseur privé, qu'il soit national ou international, pour, comme on avait dit, tirer ces régions vers le haut. Oui, un petit mot sur l'investissement, effectivement, et même la loi de finances 2026, elle entérine encore une fois l'investissement public. Donc l'idée, c'est de créer les conditions pour que l'investissement privé puisse clore, puisse effectivement jouer le jeu, jouer la mission, être fidèle à sa mission, effectivement, qui est de créer de l'emploi. Ce qui est notoire, quand même, et ça que c'est, pour moi, c'est un point de douleur, c'est que lorsqu'on analyse en profondeur l'économie du Maroc, peut-être vous allez me dire que ça se passe comme ça ailleurs, mais nous avons beaucoup d'assistance, nous avons beaucoup d'assistants, nous avons beaucoup de subventions. Je vais vous donner un exemple très très concret. Alors l'histoire des viandes rouges, je ne sais pas si vous vous souvenez, un ministre, sans le nommer, est sorti pour dire on a identifié ceux qui font la spéculation dans ce secteur, ils sont au nombre de 8. Mais en parallèle, on trouve que les pouvoirs publics subventionnent le cheptel, viennent effectivement subventionner l'importation du cheptel. Alors que l'action et la réaction ne devaient pas se faire uniquement par là, elle devait se faire en termes de régulation économique, de création des conditions de concurrence. Et là, le Conseil de la concurrence, il me semble qu'il doit
faire encore plus, effectivement, pour pouvoir créer les conditions d'une concurrence saine et loyale. On la voit malheureusement mal fonctionner dans beaucoup de secteurs, secteur des télécoms, secteur pharmaceutique, secteur agroalimentaire et j'en passe. Messieurs, les entreprises, elles ont gagné quoi ou elles ont perdu quoi cette année ? Honnêtement, les entreprises, les TPME souffrent, ont perdu. On parle de 40 000 fermetures d'entreprises. Oui. On parle des défaillances aussi. Oui, les 40 000, ce sont les statistiques. 38 000 exactement. C'est les statistiques de Inforisque. Oui, Inforisque. Donc moi, je pense que les grandes entreprises s'en sortent très bien. Il y a ce qu'on appelle les ETI, les entreprises taille intermédiaire, qui se débrouillent. Qui s'en sortent aussi. Oui. Par contre, je peux vous dire que les petites entreprises souffrent de plusieurs maux et on le voit dans plusieurs secteurs. Et donc, pour moi, c'est un grand chantier. C'est un des points faibles aussi, si vous voulez, de ce bilan. Je crois qu'il y a maintenant plus d'intérêt à cette catégorie, puisqu'on a vu qu'il y a eu la signature d'une charte de la TPME pour charte de l'investissement, oui. Voilà, inciter le secteur bancaire à les accompagner. Je vois que vous me faites signe, donc on reprend après là. Oui, on va reprendre après. On va terminer avec l'économie avant de passer au tourisme. C'est un sujet d'actualité. Juste après les infos avec Mourad Baba. Et ils sont en pleine forme ce matin, Mustapha El Jay et Hicham El Bayed, les décodeurs du jour. Bilan économique 2025, saison 2. Quels ont été les gros échecs de l'année 2025 en termes d'économie? En termes économiques. Ce qui a plombé. Ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Alors, l'emploi. Création d'emploi. Alors, Hicham. Oui, absolument. Si on, au niveau du ministère de l'inclusion économique, la petite entreprise, etc., on était obligé de revoir la copie, je crois, 2 ou 3 reprises. On a même sorti le grand jeu pour dire 15 milliards de dirhams effectivement qui vont être investis. Voilà, moi je trouve que la question de l'emploi, effectivement, c'est là où ça fait mal au Maroc. C'est le talon d'Achille. C'est le talon d'Achille. Pas uniquement au Maroc, dans plusieurs pays. Oui, mais au Maroc. Mais au Maroc, pourquoi ça pose problème? Et c'est crucial parce qu'on voit la machine économique fonctionner plus ou moins correctement, mais elle ne génère pas assez d'emplois. C'est ça le problème. On voit l'évolution de la société. Voilà, et pour le commun des mortels, c'est ce qui importe le plus. Oui. C'est la création d'emplois. C'est qu'on retrouve. La création pour les jeunes. Nous avons particulièrement et pour les diplômés. Et pour les diplômés, pour les femmes. C'est là où ça fait encore mal. C'est que nous avons un taux d'exclusion. Normalement, on devait parler d'inclusion, mais d'exclusion au niveau des jeunes, au niveau des diplômés. Vous savez, au niveau de nos universités, ça monte jusqu'à 38-39% de taux de chômage. Donc, attention, et c'est pas pour rien effectivement que les jeunes de la génération Z sont sortis, parce que en termes de chômage, il n'y a pas plus grave dans un pays en termes d'instabilité, en termes de tension et de manque de paix sociale, que de se retrouver avec une population jeune, à la fleur de l'âge, qui attend effectivement à ce qu'elle retrouve un environnement qui puisse lui permettre de s'épanouir, de subvenir à ses besoins. Et encore une fois, les jeunes qui sont sortis, ils n'ont pas demandé grand-chose. C'est la santé, l'emploi. Donc c'est des besoins basiques dans la fameuse pyramide de Maslow. Donc il va falloir être très vigilant par rapport à cela. Je suis confiant pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour 2026. Je crois que la situation va s'améliorer. Les années prochaines, parce qu'on ne va pas trouver la solution miracle en 2026. Mais le problème qui va se poser, et là effectivement je mets un bémol dans ce que je dis, c'est qu'avec les élections, on ne sait pas trop quelle configuration politique nous allons avoir. Quelle configuration? Est-ce qu'on va créer maintenir la cadence? Quelle coalition et quel programme politique effectivement va être de nature à donner des politiques publiques qui soient de nature à être encore plus, plus percutantes, plus audacieuses aussi, parce que ça aussi, c'est important de le dire. Et c'est là où, chaque fois, moi je trouve que ça pose problème, c'est que
À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, on fait table rase effectivement de ce qui a été déjà fait, on reprend à zéro, et ça c'est malheureux. Il faut qu'il tienne compte de capitaliser, voilà, et continuer à créer le changement dans la continuité. Bon, écoutez, je pense que si tu on va passer. Franck, au-delà de l'emploi, juste sur le plan économique. Conclusion sur l'éco. Voilà, il y a quand même un autre point de vigilance. C'est la détérioration de notre ratio de couverture, c'est-à-dire nos importations progressent plus que nos exportations. On l'a dit tout à l'heure, oui. Voilà, au niveau de l'exportation, le Maroc a un grand potentiel et là aussi, il faut au moins faire une substitution aux importations pour essayer un petit peu d'améliorer ce ratio. Ok. Attendez, on pourrait parler de la dette aussi. Mais juste un dernier mot par rapport à ce que disait Moustapha, et c'est très intéressant ce qu'il était en train de dire justement par rapport à cette question de substitution aux importations, le développement du Made in Morocco. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire. On n'a pas encore réussi à développer suffisamment justement un label Made in Morocco qui soit tiré d'une véritable industrialisation du Maroc par rapport à ça. On a beau dire, effectivement, on a un taux d'intégration qui avoisine les 45, 50%, voire même 60% dans le secteur automobile. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Créer un tissu, une pépinière, effectivement, de TPME qui soit de nature à se greffer justement sur ces donneurs d'ordre. Ça encore, on est dans la dynamique territoriale. Vous l'avez remarqué, tout se joue au niveau du territoire. Et si on arrive effectivement à créer les conditions nécessaires, idoines, sine qua non justement pour pouvoir tirer la croissance vers le haut à travers les territoires. Ça sent le carton rouge là. Allez-y, c'est fini. Alors on passe au tourisme. Deuxième sujet, tourisme 2025, le Maroc de retour dans la cour des grandes destinations. On va aller vite. Est-ce que c'est vrai qu'on est impressionné par les chiffres, bon évidemment boosté par cette Cannes 2025, mais justement, est-ce qu'on est sur une renaissance après ce qui s'est passé avec le Covid, par exemple, pour toutes les destinations, mais est-ce qu'on est sur une croissance durable? Est-ce que le Maroc est revenu, parce qu'il a un modèle séduisant dans les grandes destinations? Est-ce qu'on va pouvoir compter massivement, et encore plus massivement, sur le tourisme dans les années qui vont venir? Alors l'explication, elle est protéiforme, comme on dit dans l'expression. Il y a un peu de tout. Il y a des conditions géostratégiques, géopolitiques, géoéconomiques. Quand vous avez de l'instabilité un peu partout et vous vous retrouvez dans un îlot de stabilité comme c'est le cas pour le Maroc, forcément c'est une externalité positive. Donc forcément les touristes vont se tourner vers la destination stable et le Maroc offre justement cette stabilité. Deuxième aspect, effectivement, il y a un effort qui se fait au niveau du ministère. Donc il y a une feuille de route et on est déjà sur les objectifs de 2026 en 2025. Ça, c'est important de le dire. Les recettes de 120 milliards de dirhams qui devaient être effectivement enregistrées en 2026, on les a déjà en 2025. Les 20 millions de touristes, je crois qu'on va boucler cette année avec justement ce chiffre-là qui est déjà prévu par la feuille de route en 2026. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail qui se fait au niveau du ministère. On a cherché à moderniser, on a cherché à travailler davantage sur l'aérien, on a développé davantage effectivement une mise à niveau par rapport aux structures d'hébergement. On a accompagné le processus par de la promotion, par le biais effectivement de l'ONMT. Il y a effectivement un travail collégial qui se fait. Maintenant, il va falloir que les acteurs du secteur jouent le jeu aussi, la CNT par exemple, ou même les autres fédérations. Tous les acteurs doivent effectivement se mettre effectivement en concert pour pouvoir pousser le secteur et continuer justement sur cet élan et profiter justement de l'organisation de la Cannes et de la Coupe du Monde qui arrive parce que c'est des boosters inespérés. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses très intéressantes, mais on n'a pas parlé de modèle marocain. Pourquoi, c'est toujours la question, pourquoi les étrangers viennent au Maroc? Qu'est-ce qu'ils viennent trouver là? Et il y a quelque chose que je voudrais... alors, j'ai entendu ça hier dans un sujet de l'Atlantique très intéressant. Les Allemands reviennent massivement à Agadir. Est-ce que c'est pas un signe, ça? On les avait perdus. Oui, parce qu'on les avait perdus, et pour les gens de ma génération qui allaient en vacances à Agadir, ça parlait beaucoup allemand à Agadir à une certaine époque, et comme ça parlait beaucoup allemand en Espagne également, mais c'est un signe, ça. Donc, est-ce que on travaille sur ce modèle? Est-ce qu'on a changé ce modèle? Est-ce que finalement, l'attrait du Maroc, c'est aussi un positionnement en face de l'Espagne, en face de la Croatie, en face des autres destinations, ils font plus par que exemple. le Maroc. Voilà.
savez, les grandes compétitions, et je donne la parole à Mustapha, les grandes compétitions footballistiques, U20 par exemple, est-ce que vous avez une idée sur le chiffre de combien ont regardé les phases finales, effectivement, de U20? Non. 3 milliards. Oui. Wow, 3 milliards. Et quand vous avez une équipe marocaine qui gagne la Coupe du Monde, voilà, regardez le soft power, regardez l'image, regardez le marketing, le branding, effectivement. Donc, que les Allemands reviennent à Agadir en masse, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je trouve effectivement qu'on est véritablement dans une espèce de collecte. Tout l'investissement qui a été fait par les opérateurs sur Agadir, par l'ONMT, justement en termes de promotion de la destination au Maroc, par la mise à niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, par le ministère, justement, pour pouvoir créer ce upskilling qui est fondamental. Et d'ailleurs, on l'a vu même pour la CAN, pour la petite histoire, moi j'ai lu quelque part que même les chauffeurs de taxi, on leur a fait des sessions d'apprentissage de l'anglais. Excellent. Donc, super, ça. ouais, les mots basiques, oui. Voilà, c'est dire effectivement qu'on est en train de faire en sorte que tout d'abord, le taux de remplissage, effectivement, que ce soit pour l'aérien, que ce soit pour les hôtels, soit le plus important possible, parce que c'est ça l'objectif. Ouais. Et puis aussi la dépense touristique. Oui, surtout la dépense. Oui. Quand tu restes sur place, si tu dépenses pas, ça ne nous intéresse pas. Ben voilà. Il faut que tu restes le plus longtemps possible et tu dépenses le plus possible. Je pense sur Agadir, pardon, il y a deux choses. Il y a effectivement un retour, parce qu'on avait perdu cette clientèle qui est allée en Espagne, peut-être dans les îles Canaries, parce que si on voit juste les îles Canaries, ils font autant que le Maroc. Je pense qu'ils dépassent les 20 millions. Et il y a aussi... Qui est allé aussi en Turquie, qui est allé... Oui, un peu partout. Donc la connectivité... En France, mine de rien, la France, malgré tout ce qui se passe, c'est 90 millions de touristes. La connectivité, je pense maintenant, elle est là. Mais attention, sur Agadir, il y a un grand problème. C'est le vieillissement des établissements hôteliers. Oui, alors justement, parlons-en. C'est un sérieux problème. Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne, vous, c'est qu'on parle de 20 millions d'arrivées. Est-ce qu'on a les capacités pour accueillir tous ces gens? Moi, franchement, les chiffres me paraissent mais colossaux, quoi. Par rapport à effectivement un vieillissement, à notre capacité. Alors bien sûr, on va dire oui, mais maintenant il y a les hébergements alternatifs, etc. Mais parlons des hôtels. Ces chiffres-là sont colossaux par rapport à notre capacité. Non seulement il y a la problématique du vieillissement, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le ministère a mis le paquet pour créer effectivement cette mise à niveau par rapport à la capacité d'accueil, par rapport à la qualité d'accueil en termes hôteliers principalement. Il y a eu aussi un effort aussi en termes de transport aérien au niveau de la flotte de la Royal Air Maroc. Effectivement, les pouvoirs publics ont investi effectivement pour améliorer la flotte qualitativement et quantitativement. Et puis l'autre problème... Les low cost aussi qui commencent à rentrer. Les low cost, oui. Mais la problématique en plus de vieillissement, c'est aussi la cherté. Nous restons quand même assez chers comparé à d'autres destinations. Et on l'a toujours dit. Partir en Espagne, ça vous coûte peut-être 2, 3, 5, 4 fois moins cher que de partir dans une destination marocaine. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de Marocains partir pour la saison estivale, par exemple, en Espagne ou le sud de la France, etc. Donc il va falloir qu'on travaille davantage notre positionnement. Au niveau du ministère, il me semble que le ministère cherche à se positionner tout azimut. Ça veut dire pour chaque cible, pour chaque niche, on trouve le produit ad hoc, justement pour pouvoir correspondre effectivement à ces attentes. Mais globalement, il va falloir aussi qu'on fasse un effort en termes de positionnement prix pour justement créer cette expérience client qui soit de nature à créer ce taux de retour. Mais il y a quand même on parlait d'emploi tout à l'heure dans l'économie, il y a quand même un réservoir d'emploi énorme. Énorme. Je vous donne juste un chiffre. Moi, j'ai lu quelque part que le groupe Accor, qui est un leader mondial, crée par année jusqu'à 200 000 emplois pour les jeunes. Sachant que le groupe est très présent au Maroc, qui n'ont part de ce gâteau. Et à mon sens, il y a un grand potentiel pour nos jeunes. Pour former cette main-d'œuvre. Parce qu'il faut que cette main-d'œuvre devienne... Pour upgrader en qualité, il faut que cette main-d'œuvre devienne qualifiée. Bien sûr. On parle. Alors là, je prends les chiffres qui ont été avancés par notre ministre du Tourisme récemment dans une interview. Elle parlait de 827 000 postes
emplois qui sont créés dans le secteur du tourisme. Créés ou qui existent ? Qui existent déjà. L'objectif, effectivement, c'est qu'on parte chaque année sur quelque chose, 150 000 ou 200 000 créations d'emplois supplémentaires d'ici 2030. Avec, effectivement, un effort qui va se faire en termes de formation. Parce que la question que tu as posée, Franck, elle est très pertinente, justement. Est-ce qu'on a les ressources humaines, justement, pour accompagner le processus ? Oui, mais est-ce qu'il y a les ressources humaines pour pouvoir accompagner quantitativement et puis aussi qualitativement en termes de compétences, en termes de qualification, en termes de ce qu'on appelle maintenant les soft skills, justement, ces compétences qui sont nécessaires. Attention, j'ai une autre question. Est-ce qu'on ne craint pas aussi, là encore, la fracture territoriale ? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'a pas... Le plus gros est concentré dans l'axe Marrakech. On va dire, ça y est, on sait que dans l'axe Marrakech, Agadir, Casa, Tanger, c'est bon. Mais quid d'Oujda, de Rachidia, de Fès Meknès. C'est vrai. Il faut développer Fès Meknès, ça devrait être... Mais vous vous rendez compte le potentiel de cette région ? Alors tu vas encore sourire. Alors la question elle est très pertinente encore une fois, parce que le problème, et on l'a vu avec ce qui s'est passé récemment à Safi, dans les anciennes Médina, qui sont le cœur battant justement de l'industrie touristique dans son... Safi, c'est une des plus belles régions du Maroc. Dans sa version culturelle, c'est des destinations culturelles. Donc, il va falloir faire l'effort nécessaire justement pour accompagner ces destinations. Je sais que ça se fait. Je sais que l'UNESCO aussi déploie des budgets effectivement pour upgrader, comme tu le dis, effectivement, ces destinations, conserver le patrimoine parce que c'est considéré comme patrimoine d'humanité, etc., etc. Mais il va falloir être très vigilant par rapport parce que c'est des zones qui sont très vulnérables. Et on retrouve justement cette précarité saisonnière. N'oublions pas que le tourisme, c'est une activité saisonnière. Donc vous avez le reste de l'année, les gens ne font rien. Ils n'ont aucune source de revenus. Dans quel état était Marrakech il y a 30 ans c'est ça le tourisme. Le tourisme, il est... voilà comment est Marrakech maintenant ? Il y a toujours un revers de médaille. Alors, quand vous posez la question aux Marrakechis, qu'est-ce que le tourisme a apporté à Marrakech ? Ils vont vous dire oui, ça a embelli la ville, ça a upgradé effectivement, on a de plus en plus de routes correctes, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on va vous dire aussi, ça a créé de l'inflation. Cherté de la vie, cherté de la vie, cherté du foncier, cherté... vous allez pour louer un appartement, ça saute au plafond. Donc, il y a aussi... Ça a attiré aussi des populations de la campagne qui maintenant sont souvent... Enfin, n'ont pas profité pleinement de tout ça. Et là, on va verser vers l'exode rural. Est-ce que l'exode rural est bon ou mauvais, etc. Donc, toutes ces problématiques socio-économiques qui sont générées. C'est passionnant et ça parle du tourisme. Sur le tourisme, il y a peut-être juste une dernière remarque, c'est qu'il faut aussi, ce chiffre en termes de quantitatif est bon, mais il faut le rapporter à la dépense par touriste. Nous avons besoin d'un touriste un peu haut de gamme qui dépense. Et je pense qu'au niveau de la dépense par touriste, le Maroc n'est pas très bien situé. Est-ce que nous voulons un tourisme de masse est-ce que c'est ça qui vient polluer à 300 ou 400 euros la semaine? Non, mais ça n'a jamais... Ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus. Enfin, je ne pense pas que les gens viennent au Maroc pour ça complètement. Enfin, voilà, nous devons tirer vers le haut ou bien avoir plusieurs niches. Tirer vers le haut, je ne sais pas, mais en tout cas, rester dans quelque chose de pas trop économique non plus. Le vrai challenge, il me semble, pour le tourisme... Non, mais pour le tourisme marocain, pour prendre peut-être de la hauteur... Je crois qu'il va falloir qu'on soit encore plus créatif pour changer un petit peu, on va dire, l'image classique, peut-être archaïque, dépassée. Il faut capitaliser sur cette image, mais aller chercher d'autres leviers, effectivement, plus créatifs, plus innovatifs, qui créent de l'immersion, qui créent de l'expérience client, qui puissent permettre aux touristes de venir et de revenir, parce que le challenge, encore une fois, c'est le taux de retour, effectivement. Il est 9h26, il nous reste 2 minutes pour un débat express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Débat express concernant le zoo d'Ainsba à Casablanca qui rouvre enfin ses portes.
C'était un feuilleton. Alors, ma femme me disait, elle est en train de nous écouter maintenant. Oui. Elle m'a dit, mais il n'y a que des moutons dans ce zoo, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a aussi... non, j'espère. Il y a des éléphants. 6 années de rénovation. 500 animaux représentant 75 espèces. Mais c'est pas là-dessus, moi, je veux vous interroger. C'est très bien qu'on ait un zoo à Casablanca, c'est parfait. En plus, bon, ça fait longtemps que des gens se battent pour que ce zoo réouvre. C'est sur les prix, en fait. Les tarifs d'entrée sont fixés à 90 dirhams pour les adultes, 50 dirhams pour les enfants. Des formules familiales, en gros, aux alentours de 200 dirhams. Qui a rénové ce zoo? C'est la commune de Casablanca? Oui, c'est la ville. La présidente en train de l'inaugurer. Alors, juste un petit mot, Franck. J'ai même pas besoin de poser la question. Alors, un petit mot juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur la créativité territoriale. Donc, lorsqu'on diversifie, le zoo, il va se rajouter effectivement sur la panoplie des offres effectivement qui sont faites sur telle ou telle ville. Donc, c'est important. Moi, je trouve que déjà l'idée effectivement de créer un zoo, si on prend soin des animaux, là encore. En fait, on l'avait. Mais tu as raison. Ça renaît de ses cendres, comme on dit. C'était un petit peu délabré, c'était fait n'importe comment. Donc on a cherché une nouvelle version. Un vieux lion, vieux lion. Donc un renouveau, on va dire, un relooking, une mise à niveau par rapport à cela. C'est très bien. Alors pour le tarif, est-ce que c'est cher ou pas? Écoutez, c'est pas toutes les semaines qu'on va partir au zoo. Si on le fait une fois sur l'année, c'est déjà assez. L'économiste se mouille pas aujourd'hui. Il nous présente le zoo, mais ils mettent tarifs exorbitants avec un point d'interrogation. Bon, ils commandent pas trop, mais bon, voilà. Les tarifs, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait quand même des tarifs pour les familles, pour les handicapés, pour... Écoutez, voilà, je m'adresse aux auditeurs de la matinale, vous faites votre propre idée. C'était le seul débat express du jour. Messieurs, je vous remercie beaucoup. C'est nous qui te remercions et souhaitons une bonne et heureuse année aux auditeurs et auditrices qui sont fidèles aux décodeurs de Radio Atlantique. Exactement. Et nous y reviendrons l'année prochaine, Inch'Allah. Vous serez là? Ouais, avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Moi, je suis déjà prévu mardi. Ok, parfait. Donc l'année prochaine, vous avez signé, c'est bon. Okay. Merci beaucoup. Merci. À suivre les infos avec Nadalam. Bonne journée. Vous écoutez Atlantique Radio.